commencer cette ED. Donc, si vous l'avez fait, vous pouvez remarquer que j'ai essayé de garder la même typologie que l'ED que la prof a fait en cours. Donc, j'ai fait le même thème et j'ai essayé de mettre des expériences assez similaires. Donc, le premier ED concernait le Covid, alors que le deuxième ED, il concernait, euh, il concernait, euh, euh, il concernait, alors il concernait l'adénoleucodystrophie. Pardon. Donc, première expérience, c'était une expérience avec un tableau. Donc, je lis l'énoncé. Le SARS-CoV-3 est une maladie virale qui a franchi la barrière spécifique de l'espèce par zoonose. Donc, les informations du début, elles sont généralement pas super importantes. Ce qui est important, c'est directement l'expérience. Donc, on va juste lire pour le savoir. Donc, il se traduit par une inflammation des cils vibratoires et une détresse respiratoire aiguë par réduction du calibre des bronches et une diminution de l'immunité innée. Les signes cliniques associés au SARS-CoV-3 sont en outre une dyspnée d'effort, une asthénie fonctionnelle et des éternuements. On s'intéresse aux mécanismes moléculaires et cellulaires de l'infection virale. Donc, dans l'expérience numéro 1, on prenait des cellules d'épithélium bronchique et on les transfectait avec deux plasmides. Le premier plasmide, il contenait une protéine qu'on appelle la protéine SRUB. Donc, c'est une protéine du virus. Et le deuxième plasmide, donc c'était notre témoin, et c'était le plasmide vide. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces cellules et qu'on les met dans deux milieux différents. Dans le premier milieu, on met un inhibiteur de NF-κB, et dans un deuxième milieu, on n'en met pas. Ensuite, on fait une co-immunolocalisation grâce à des anticorps anti-tag. Donc, je vous avais dit que le premier plasmide, il contenait la protéine SRUB avec un tag. Donc, pour le marquer, il faut utiliser l'anticorps anti-tag. Et ensuite, on réalise une co-immunolocalisation de la protéine SRUB avec les protéines actine, histone, catalase et TOM1. En fait, cette première expérience, elle va permettre de savoir dans quel compartiment cellulaire est importée la protéine SRUB après avoir infecté une cellule. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des marqueurs de chaque compartiment, comme l'actine, les histones, la catalase, donc, qui est un marqueur des peroxysomes, et TOM1 qui est un marqueur des mitochondries. Et on a déterminé le pourcentage de colocalisation entre ces marqueurs et la protéine SRUB pour savoir dans quel compartiment elle va être importée. Alors, les résultats de cette co-immunolocalisation, ils sont présentés dans ce tableau. Et la première, donc, vous voyez déjà que au niveau de la catalase, donc au niveau du peroxysome, que ce soit en présence ou en absence de l'inhibiteur, il y a 0% de co-immunolocalisation. Ça veut dire que la protéine SRUB, elle ne va pas dans le peroxysome. Elle ne va pas non plus dans le noyau, puisque le pourcentage de co-immunolocalisation avec les histones, il est nul. Par contre, elle se répartit de manière inégale dans le cytoplasme et dans la mitochondrie en fonction de la condition inhibiteur. Donc, lorsque il n'y a pas de réaction inflammatoire, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de réaction inflammatoire, c'est-à-dire lorsqu'il y a un inhibiteur de IKB+, la protéine SRUB, elle est co-immunolocalisée avec TOM1 principalement, et donc, c'est-à-dire qu'elle va se localiser dans la mitochondrie. Par contre, lorsqu'on a une réaction inflammatoire, c'est-à-dire qu'on a une défense de la cellule, et ben, la protéine SRUB, elle est co-immunolocalisée avec l'actine, et donc elle est retenue dans le cytosol. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà déduire d'ici? Les deux informations qu'on peut déduire d'ici, c'est que lorsque SRUB, elle infecte la cellule, elle est importée dans la mitochondrie. Et deuxième chose, la défense de l'organisme contre SRUB, c'est de la retenir dans le cytoplasme. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que SRUB va modifier les mitochondries. Et donc, pour se défendre contre SRUB, il faut la retenir dans le cytoplasme. Donc, première question. On va passer à la première question. Donc, question numéro 1. La catalase est un marqueur des mitochondries. Donc, ça, c'était faux. C'est TOM qui est un marqueur des mitochondries. La protéine histone est un marqueur du noyau. Ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. La protéine TOM1 est un marqueur des lysosomes, c'est faux. TOM1, c'est un marqueur de la mitochondrie. Les lysosomes, ils ont deux marqueurs. Donc, un marqueur qui est spécifique, c'est LAMP2,
et un marqueur qui est non spécifique, c'est la phosphatase acide. OK, on passe à l'item D. L'actine est un marqueur du cytoplasme, donc ça c'est vrai. L'actine, c'est un marqueur du cytoplasme. La protéine TOM1 est une protéine de la membrane externe des mitochondries, ça c'est vrai. Et TIM, c'est une protéine de la membrane interne. Et TOM et TIM forment un complexe qui permet l'importation des protéines dans la matrice mitochondriale. Donc je vous ai fait un petit rappel. Donc histone noyau, actine cytoplasme, catalase peroxysome, LAMP2 lysosome. Voilà. C'est ce qu'il faut connaître principalement en ce qui concerne les marqueurs. Après, il y a les marqueurs des endosomes tardifs et précoces, donc ça aussi, c'est à connaître. Les marqueurs du Golgi aussi sont à connaître. Alors, deuxième question. Après infection d'une cellule par le virus du SARS-CoV-3, la protéine SRUB est importée totalement dans le peroxysome. Donc ça, c'est faux. On voit que en conditions physiologiques, donc en conditions normales, lorsqu'une cellule elle se fait infecter, donc il y a l'absence d'inhibiteur de IKB, il y a 0% de coimmunolocalisation avec la catalase. Donc SRUB n'est pas importé dans le peroxysome. Donc, deuxième item B, elle est partiellement importée dans le noyau. Ça, c'est faux. On voit qu'il y a 0% aussi. Donc, que ce soit lors d'une réaction inflammatoire ou en dehors d'une réaction inflammatoire, il y aura toujours 0% de coimmunolocalisation. Elle est importée majoritairement dans la mitochondrie en l'absence de réaction inflammatoire. Donc, ça, c'est vrai. Donc, il faut aller regarder la condition absence d'inhibiteur de IKB, puisque je vous rappelle que IKB, c'est le médiateur de l'inflammation. Donc, IKB, donc, il va se séparer de P60 et P50, je crois, P105 ou un truc comme ça, P50 du NF-κB, et ça va permettre la production d'interférons, etc., etc. Donc, il faut regarder cette condition-là, et on voit que dans cette condition-là, alors, majoritairement dans la mitochondrie, en l'absence de réaction inflammatoire, donc ça c'est vrai, donc en l'absence d'inhibiteurs de IKB, donc de IKB+, on voit qu'il y a 88% de coimmunolocalisation, donc c'est vrai. Partiellement dans le cytoplasme, en l'absence de réaction inflammatoire, ça c'est vrai. Donc lorsqu'il n'y a pas de réaction inflammatoire, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'inhibiteur de IKB+, on a 12% qui est coimmunolocalisé avec l'actine. Et item E, majoritairement dans le cytoplasme, en présence de NF-κB, ça c'est vrai. Donc on voit que quand il n'y a pas d'inhibiteur de IKB, autrement dit lorsque IKB il est actif, l'actine et SRUB, ils ont un pourcentage de coimmunolocalisation de 78%. Donc pour confirmer cette expérience, on aurait pu faire autre chose. Vous savez c'est quoi? Allô? Donc on aurait pu faire un immunomarquage. Donc expérience numéro 2. Donc on va s'intéresser à l'incidence de la protéine SRUB sur la réponse immunitaire innée des cellules HeLa. Donc, je vous rappelle que les cellules HeLa, c'est des protéines, c'est des cellules bronchiques. Donc on transfecte ces cellules avec un plasmide qui contient la séquence de la protéine SRUB et le plasmide vide. Donc la même expérience qu'on a fait avant. On réalise un immunomarquage avec des anticorps fluorescents anti-SRUB, anti-TOM1, et on colore le noyau ODAPI. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Après avoir sacrifié les cellules HeLa, on extrait les protéines totales, on fait une coimmunoprécipitation avec un anticorps anti-MAVS et anti-STING et un isotype contrôle. Et notez bien que tous les résultats de l'isotype contrôle, ils seront négatifs. Autrement dit, avec cette donnée de l'énoncé, on peut savoir que notre expérience, elle va être interprétable. Donc, les résultats de ces expériences vous sont présentés ci-après. Donc, on voit ici que en présence des anticorps anti-TOM, on marque les mitochondries, puisque TOM, c'est une protéine des mitochondries. En présence des anticorps anti-SRUB, on marque principalement les mitochondries, mais aussi le cytoplasme. Donc, ça confirme ce qu'on a dit ici, 88% dans la mitochondrie, 12% dans le cytoplasme.
dans le plasmide vide, donc on ne détecte pas du tout SRUB parce que y a pas de, sa séquence n'est pas injectée dans le noyau. Par contre, on détecte les mitochondries. Ensuite, on fait une coimmunoprécipitation. Donc, généralement, c'est ces expériences qui posent un peu problème. Donc, pour la coimmunoprécipitation, il faut identifier deux choses. L'anticorps qu'on va utiliser pour coimmunoprécipiter et l'anticorps qu'on utilise pour révéler, pour faire le Western blot, en fait. Alors, si vous voulez, à l'horizontale, on a les anticorps qu'on utilise pour faire la coimmunoprécipitation. Et à la verticale, on a les anticorps qu'on utilise pour révéler. Donc, en fait, comment on lit une coimmunoprécipitation? Donc, on va à l'horizontale, enfin, je vais appeler ça l'abscisse, quoi. On va en abscisse, on va en ordonnée. S'il y a un point, ça veut dire que les deux protéines, ils interagissent. Donc, ici, on peut relever directement que de manière physiologique, MAVS interagit avec Sting et Sting interagit avec MAVS. Donc, ça, c'était un peu attendu puisqu'on sait que les deux, ils interagissent par intermédiaire, enfin, au niveau d'une région qu'on appelle les MAM. OK. Alors, la technique numéro 1, donc la technique d'immunomarquage, permet de valider les résultats de l'expérience numéro 1. Donc ça, c'est vrai. On voit une coloration bleutée dans le cytoplasme et dans les mitochondries, ce qui signifie que la protéine SRUB, elle se répartit dans ces deux compartiments, comme on avait dit. Donc, la technique numéro 1, elle nécessite de perméabiliser la membrane pour détecter SRUB. Donc, ça, c'est vrai. Puisqu'on a révélé les protéines grâce à des anticorps, en fait, puisque les protéines qu'on veut détecter, ils sont à l'intérieur du cytoplasme, il faut perméabiliser la membrane pour permettre à l'anticorps fluorescent de se fixer à sa protéine. Donc, nécessite de perméabiliser la membrane pour TOM. Donc, ça, c'était vrai. Parce que TOM aussi, il est intracellulaire. Permet d'affirmer que SRUB est inséré dans la membrane interne mitochondriale. Donc, ça, c'est faux. Pourquoi? Puisque vous voyez ici, dans la troisième image, que SRUB, donc le marquage bleu de SRUB, il est situé à l'extérieur du marquage de TOM. Donc, ça sous-entend que TOM est au niveau de la membrane. Enfin, ça veut dire que si SRUB ne peut pas être dans la membrane interne, sinon son marquage il serait différent. Il serait à l'intérieur de ce trait vert. Donc, SRUB, on peut affirmer que SRUB est inséré dans la membrane externe mitochondriale. Donc, les réponses correctes, c'était A, B, C et E. Donc, question numéro 4. Donc, la technique numéro 2, donc c'était la coimmunoprécipitation. Elle permet de mettre en évidence l'interaction entre deux protéines. Donc ça, c'est vrai, c'est son rôle. Est interprétable expérimentalement. Donc ça, c'est vrai. Alors pourquoi? Puisque l'isotype contrôle, on vous dit dans l'énoncé qu'il était négatif, ici. Bien qu'on ne l'ait pas représenté sur le Western. Permet d'affirmer que SRUB n'interagit pas avec HSP70. Donc ça, c'est faux. Pourquoi? Alors, permet d'affirmer que SRUB n'interagit pas avec HSP70, donc c'est vrai. Alors, d'où est-ce qu'on voit ça, en fait? C'est que SRUB, on a dit que c'est une protéine de la membrane externe mitochondriale. Or, les protéines de la membrane externe mitochondriale, qu'elles soient virales ou physiologiques, elles y sont insérées par l'intermédiaire d'une HSP70. Donc ça, c'est vrai. En fait, le piège que je voulais vous faire, c'est le fait qu'il n'y ait pas de marquage pour HSP70. En fait, pourquoi il n'y a pas de marquage? Puisque MAVS, une fois inséré dans la membrane, il n'interagit plus avec HSP70, et STING n'interagit pas du tout avec HSP70. OK. Alors, donc cette technique, elle met en évidence une interaction entre MAVS et STING. Donc ça, c'est vrai. On a STING en ordonnée et MAVS en abscisse. On voit qu'il y a un marquage. Et dans les deux cas, que ce soit MAVS qui est utilisé pour retenir les anticorps dans le tube, ou STING qui est utilisé pour retenir les anticorps, il y a un marquage. Donc dans les deux cas, ça interagit. Donc l'interaction entre MAVS et STING se fait au niveau d'une MAM,
ou d'une plaque motrice. Donc, c'est d'une MAM, puisque une plaque motrice, c'est au niveau des muscles, ça n'a rien à voir. Donc, technique numéro 2. Question numéro 5. Pardon. À partir de la technique numéro 2, on peut affirmer que SRUB inhibe l'interaction entre MAFS et STING. Donc, pour ça, il faut se référer aux pistes 3 et 4. Donc, on voit que dans la condition plasmide SRUB, lorsqu'on utilise MAVS pour coimmunoprécipiter, STING n'interagit pas avec MAVS. Pareil, donc réciproquement, lorsqu'on utilise STING, eh ben, en présence de SRUB, MAVS n'interagit pas. Donc, on peut peut-être affirmer que SRUB formerait un complexe entre lui et STING, ou entre lui et MAVS, qui empêche l'interaction de la MAM. Donc, item numéro B, inhibe l'interaction entre MAV et RIG1. Donc, on voit que dans la condition plasmide SRUB, MAVS et RIG1, enfin, RIG1 a un marquage. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que MAVS interagit avec RIG1, même quand SRUB est présent. Donc, item numéro C, donc SRUB entraîne l'extinction du gène codant pour STING. Donc ça, c'est faux, puisqu'on voit que bien qu'on ait SRUB, on a toujours un marquage pour STING. Donc on peut pas affirmer que SRUB diminue l'expression de STING. Donc, item numéro D, SRUB entraîne l'extinction du gène codant pour RIG1. Donc ça, on peut pas on le voit directement ici. On voit qu'en présence de SRUB, on a autant de marquage qu'en conditions physiologiques. Donc c'est faux. Et interagit simultanément avec MAVS et STING, c'est vrai, puisqu'on voit que SRUB empêche l'interaction de MAVS avec STING, de MAVS avec STING et de STING avec MAVS. Donc on peut dire que SRUB se fixe à la fois sur MAVS et à la fois sur STING, et il empêche l'interaction entre les deux. OK. Expérience numéro 3. Juste, vous n'avez pas de questions sur ces expériences? Non? Pas de questions? OK, ça va. OK. Alors, expérience numéro 3. On injecte le génome du SARS-CoV-2 délité de la séquence RUB à respectivement 2 lots de cellules. Donc, un premier lot qui est transfecté avec le plasmide vide et un deuxième lot avec le plasmide SRUB. Donc, on a 2 cellules, une qui n'a rien, une qui est infectée. Les cellules sont ensuite cultivées dans 2 milieux. Donc, le premier qui contient un inhibiteur de la kinase IKB et le second qui n'en contient pas. Donc, la condition mutuelle. Pour chaque lot de cellules, on n'inactive pas le gène de RIG1 grâce à un micro-ARN dirigé contre l'ARN M de RIG1. Donc, dans les 2 cellules, on va soit activer RIG1, soit l'inactiver. Donc, dans chaque condition, on lise ensuite les cellules et on mesure la quantité de NF-κB dans le surnageant grâce à un test ELISA. Et les résultats vous sont présentés dans le tableau ci-dessous. Donc, pour chaque transfection, on a 4 conditions. En présence de kinase, en l'absence de kinase et en présence de RIG1, en présence de kinase et en l'absence de RIG1, en l'absence des deux, en présence des deux. Donc, question numéro 6. Après l'infection virale, la quantité d'interférons produite est maximale en conditions physiologiques. Donc, qu'est-ce que c'est les conditions physiologiques? C'est les conditions moins. C'est-à-dire qu'en conditions physiologiques, dans une cellule classique, on n'a pas d'inhibiteur de kinase, on n'a pas de micro-ARN qui est exogène, qui est injecté dans la cellule. Donc, en conditions physiologiques, c'est là. La quantité d'interférons est maximale. On voit qu'elle est de 100%, donc c'est juste. Donc, diminue en présence de l'inhibiteur de kinase de IKB. Donc, inhibiteur de kinase de IKB,
on voit que quand il est présent, il y a une diminution, quoi qu'il arrive, de la quantité d'interférons mesurée. Augmente en présence du micro-ARN dirigé contre Iguane. Donc, pour voir ça, il faut s'intéresser à cette condition-là ou à cette condition-là. Donc, on voit qu'en présence de siriguane, on a une diminution de 100% à 78%. Et encore plus fort, lorsqu'on a les deux, donc on a l'inhibiteur de kinase et l'inhibiteur de riguane, on a seulement 2% d'interférons. Donc, en fait, comment ça s'explique? C'est que si la kinase de IKB elle n'est pas activée, eh ben, les sous-unités P60 et l'autre, elles ne pourront pas aller dans le noyau et produire des interférons. Pareil, si Riguane il est inhibé, eh ben, on aura une diminution de quantité d'interférons. OK. Donc, la quantité d'interférons produite est diminuée en présence de la protéine SRUB. Donc, comment on le voit, ça? On voit que dans la condition plasmide SRUB, donc on va dire quand il n'y a pas de kinase ni de riguane, on a 22% d'interférons, alors qu'on en avait 100%. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que SRUB diminue la production d'interférons. Et donc la E, elle est fausse. Question numéro 7. Donc la protéine SRUB, elle inhibe la kinase de IKB. Donc a priori, ça c'est vrai, puisqu'on voit qu'elle a le même rôle que l'inhibiteur de kinase IKB. On voit que ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de kinase, il y a 100%, et lorsqu'il y a une kinase, lorsqu'il n'y a pas d'inhibiteur, il y a 100%, lorsqu'il y a un inhibiteur, il y a 22%, et donc on retrouve les mêmes résultats pour SRUB. Donc on peut affirmer que la protéine SRUB, elle a peut-être un rôle d'inhiber la kinase IKB. Elle empêche l'interaction entre MAFS et Riguane. Donc ça, c'est pour répondre à cette question, il faut se référer au Western blot. On voit que dans la condition SRUB, MAFS et Riguane, on a une tâche. Donc il y a tout de même une interaction, il y a toujours une interaction entre MAV et Riguane, même lorsqu'il y a le plasmide SRUB. C'est souvent comme ça dans les ED, il faut remonter dans les questions dans des expériences qui sont présentées plus haut pour répondre aux questions et mettre tous les éléments en relation. Alors, donc SRUB n'a aucun effet sur la production d'interférons par la voie Riguane-MAFS. Alors, on vient de voir que lorsqu'il y a SRUB, Riguane et MAFS interagissent. Donc, on a un premier indice qui nous fait supposer que l'item est faux, que l'item est juste, pardon. Et on a un deuxième indice dans le tableau. On voit que donc, lorsqu'il y a Riguane, donc en l'absence de son inhibiteur, lorsqu'il y a l'inhibiteur de kinase, on a toujours 22%. Ce qui est bizarre, puisque si SRUB inhiberait Riguane, on aurait eu 1% d'interférons, comme lorsqu'on a un inhibiteur de Riguane. Donc, à partir de ça, des pistes de ces deux bandes-là, de ces deux colonnes, on peut affirmer que SRUB ne perturbe pas l'interaction entre MAFS et Riguane. Diminuerait probablement la quantité d'interférons produite par la voie Sting, donc ça c'est vrai. On voit dans le Western blot qu'il y a une inhibition de l'interaction entre MAFS et Riguane, et on voit qu'en présence donc, en fait, il y a 3 indices pour ça. Premier indice, c'est qu'on a vu que SRUB, il était localisé dans la membrane externe mitochondriale, donc peut-être qu'il s'interpose entre les MAM. Deuxième chose, on voit qu'il a la même fonction qu'un inhibiteur de kinase. Et troisième chose, on voit qu'il inhibe l'interaction entre MAFS et Sting. Donc, a priori, ça serait ça son effet. Pardon. OK. À partir de l'ensemble de ces expériences, on peut probablement affirmer que le SARS-CoV-3 diminue la réponse immunitaire innée en inhibant l'interaction entre MAFS et Sting.
facile, ça c'est vrai. Alors là, un peu plus compliqué, on peut affirmer que le SARS-CoV-3 est un virus à ARN ou à ADN. Donc, comment on peut le savoir? Il y a un schéma dans la figure 11 du chapitre 4 qui dit que lorsqu'on a une infection virale par un rétrovirus, on a soit donc le TLR qui va directement activer la production de NF-κB, soit on a la voie RIG-I, et ensuite MAFS, et ensuite NF-κB. Donc ça, c'est pour le mécanisme d'un rétrovirus. Maintenant, un adénovirus, ça va soit activer la production d'interférons grâce au TLR, soit ça va entraîner la production d'interférons en activant Sting. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que l'interaction, enfin, le fait que le SARS-CoV-3 perturbe l'interaction entre MAFS et Sting, donc il perturbe la voie de production d'interférons contre les adénovirus, on peut dire à partir de ça que c'est un virus à ADN. Bien que dans la vraie vie, on sait que le Covid, c'est un virus ARN, mais comme je l'ai dit au début, c'est juste pour s'entraîner. Cette D, c'est de l'invention pure. Ok, on va passer à l'ED numéro 2. Donc, l'ED numéro 2, il parle de l'adénoleucodystrophie, l'ALD. Donc, ça, vous allez l'étudier normalement en deuxième année, lorsque vous allez faire les maladies des peroxysomes. Donc, l'ALD, c'est une maladie rare qui génère des désordres mentaux, ainsi que des complications cardiovasculaires et immunitaires sévères. On s'intéresse dans la première expérience à l'organite intracellulaire à l'origine de cette pathologie. Donc, on cultive de l'eau des cellules séparément. Un premier lot qui provient des souris wild-type et un second lot qui provient des souris mutées. Donc, une condition mutée et une condition normale avec le gène de l'ALD. Ensuite, on prend les cellules, on les détruit. Donc, il faut savoir que la liste des cellules, on la fait généralement grâce à un choc hypotonique. Donc, ça, je ne sais pas si ça s'aborde, mais en tout cas, vous allez le revoir souvent dans le PIRCO. Et on relève la quantité d'un certain nombre de molécules et de métabolites cellulaires. Et on vous présente les résultats dans ce tableau. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que dans la condition mutée et dans la condition wild-type, la production d'acétyl-CoA, elle est la même. Par contre, dans la condition wild-type et dans la condition mutée, la production d'eau oxygénée, donc d'H2O2, elle est multipliée par un facteur 10. Donc, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre? C'est que peut-être que les enzymes du peroxysome, déjà on peut savoir que ça vient du peroxysome, puisqu'il y a une absence de détoxification. On voit que l'H2O2 s'accumule. Et on peut peut-être supposer qu'une enzyme du peroxysome est à l'origine de cette accumulation d'eau oxygénée. Donc, question numéro 8. Les réponses correctes, c'était A, B, C, D. Et on vous demandait si l'ALD, elle provoque une augmentation de la quantité d'acétyl-CoA dans les cellules. Pardon, donc ça, c'était faux. On voit que dans la condition wild-type et dans la condition mutée, on a 20 unités d'acétyl-CoA. Entraîne une accumulation d'eau oxygénée dans les cellules, donc ça, c'est vrai. On voit que dans la condition mutée et dans la condition wild-type, les proportions d'H2O2 sont différentes. Pourrait être à l'origine d'un stress oxydant, donc ça c'est vrai. On sait que l'H2O2 c'est un ROS, donc une espèce réactive de l'oxygène, et donc elle pourrait être à l'origine d'un stress oxydant, c'est-à-dire de la production d'espèces radicalaires, et ensuite d'une mort cellulaire par apoptose. Item numéro D concerne sûrement les peroxysomes, donc ça c'est vrai, puisque l'H2O2 c'est un métabolite qui est détruit par les peroxysomes, en fait, qui est transformé en eau simple par une enzyme qu'on appelle la catalase, et concerne sûrement les mitochondries, donc ça, c'est faux, on ne peut pas le prouver. Une mitochondrie, elle n'a pas le rôle de détoxifier. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allô? Oui, c'est bon. Ok, ça va, super. Donc, expérience numéro 2. On s'intéresse à l'incidence de l'ALD sur les enzymes peroxysomales. On cultive de l'eau de cellules, wild-type et mutée.
Donc, la même chose que l'expérience numéro 1. Et ensuite, on va sacrifier ces cellules. On extrait les protéines peroxysomales. On fait un Western blot. Donc, on prend les protéines, on les met dans le Western blot et on les révèle grâce à un anticorps anti-catalase, anti-oxydase, anti-HSP et anti-MAVS. Donc, pour les deux conditions, on réalise une RT-PCR quantitative de l'ARN, de la catalase et de l'oxydase et on présente les résultats. Donc, on a fait deux expériences, une expérience de Western blot et une expérience de RT-PCR. Question numéro 9. À propos de la technique numéro 1, c'est une technique d'identification des protéines. Donc ça, c'est vrai, c'est un Western blot. Western blot, ça identifie les protéines. Southern blot, ça identifie l'ADN. Northern blot, l'ARN. Et il en reste un quatrième. Eastern blot, ça identifie les hormones. Donc, à propos de la technique numéro 1, c'est une technique d'identification des protéines, c'est vrai. C'est une technique d'analyse quantitative de l'ADN, c'est faux. Les techniques d'analyse quantitative, c'est soit la technique des micro-ARN, soit la technique de la reverse transcriptase, enfin de la RT-PCR. La quantité de catalase est la même pour les cellules wild-type et mutées. Donc, pour répondre à cette question, il faut se référer au Western blot. Donc, on voit que dans la condition wild-type et dans la condition mutée, on a le même nombre, enfin, on a la même intensité de marquage pour la catalase. La quantité d'oxydase est la même pour les cellules wild-type et mutées, donc ça c'est vrai. On voit que dans les deux conditions, c'est la même chose. L'absence de marquage pour HSP70 est pathologique, donc ça c'est faux. On sait que les chaperons, enfin, il n'y a pas de chaperons dans le peroxysome, ou en tout cas, on les a pas encore mis en évidence. Donc, c'est pas pathologique du tout. Il n'y en a pas dans le peroxysome et c'est totalement physiologique. Question numéro 10. Donc, à propos de la technique numéro 2, donc c'était la RT-PCR, c'est une technique d'étude de l'ADN. Donc, c'était faux, pardon. C'est une technique d'étude de l'ARN. Elle nécessite une rétrotranscription de l'ARN messager, donc ça c'est vrai. Elle permet d'affirmer les résultats de la technique numéro 1, donc ça c'est vrai. On voit que dans notre RT-PCR, on a autant d'expression des enzymes dans la condition wild-type que dans la condition mutée. Et dans notre Western blot, on avait prouvé la même chose. On avait dit que ce soit pour les wild-type ou pour les mutés, la quantité d'enzymes, elle était toujours la même. Donc ça, c'est validé par notre RT-PCR. Donc on voit qu'il y a le même niveau d'expression, que ce soit pour les oxydases ou pour les catalases. OK. À propos des expériences 1 et 2, on peut affirmer que l'ALD est probablement causée par une activité des oxydases. Alors, pour répondre à cette question, il faut bien se mettre dans la tête le schéma du chapitre 6. Donc, le schéma numéro 3 du chapitre 6, on vous dit que les oxydases, ils vont transformer le dioxygène en eau oxygénée. Et ensuite, l'eau oxygénée, elle va être transformée par la catalase. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? On a dit que l'ALD, c'était causé par une augmentation de cette eau oxygénée. Maintenant, cette eau oxygénée, elle peut provenir de deux choses différentes. Soit elle provient d'une hyperactivité des oxydases, donc les oxydases, elles transforment énormément d'oxygène en eau oxygénée, soit elle vient d'un sous-régime de la catalase. Donc, il faut le prouver à partir des Western blots que je vous ai donnés et surtout à partir de ce tableau. Donc, comment on va faire pour le prouver? Il faut s'intéresser à la première ligne du tableau. On sait que l'acétyl-CoA, c'est un des produits des oxydases. Donc, l'acétyl-CoA, au même titre que l'oxygène, c'est un des produits de l'oxydase. C'est un des produits des oxydases. On voit que dans les conditions normales et dans les conditions mutées, l'acétyl-CoA, la quantité d'acétyl-CoA, elle est la même. Donc, a priori,
ça ne serait pas les oxydases qui dysfonctionnent. Puisque si les oxydases ils dysfonctionneraient, on aurait eu un dysfonctionnement au niveau de l'oxygéné et aussi au niveau de l'acétyl-CoA. Or là, on n'a pas de dysfonctionnement au niveau de l'acétyl-CoA. Donc, on est obligé d'affirmer que l'enzyme qui est la cause de l'ALD, c'est la catalase. Autrement dit, il y a un sous-régime de la catalase. Alors, ce sous-régime de la catalase peut venir de deux principales causes. Soit la catalase, eh ben, elle n'est pas exprimée, mais ça, ce n'est pas possible de le dire parce que dans notre RT-PCR, on a vu que même dans la condition mutée, elle était exprimée normalement. Donc, on est obligé de dire que l'origine de cette anomalie, c'est une diminution de l'activité de la catalase, d'où le fait que ce soit uniquement la réponse F qui soit correcte. Daniel, tu peux juste m'expliquer la différence entre activité et expression catalase, s'il te plaît? Alors, activité, si tu veux, c'est le rendement d'une enzyme. Expression, c'est la quantité d'enzyme qui va être produite. Donc, en fait, si tu veux, l'expression, c'est la quantité et l'activité, c'est la qualité. Ouais. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Non? Bon, ça va. Vous l'avez trouvé dur ou ça va? J'essaie de le faire facile. Bon, non, ça va, pas de réponse. Ok, ben, bonne journée, bon travail et j'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous marquer mon numéro. Voilà. Et je vous envoie la correction détaillée tout à l'heure. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.